Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2020. Le 6 octobre, c'est le jour anniversaire de la guerre de Kippour, Milchamet Yom Kippourim, la guerre d'octobre, October War. Le nom de cette guerre, et je vais commencer par là, est un phénomène très intéressant dans l'analyse. Du côté israélien, du côté du peuple juif, la guerre d'octobre, la guerre de Kippour, résonne comme le glas, comme la catastrophe pratiquement qui a heureusement pu être évitée. Mais vous savez que à l'époque, Moshe Dayan, le général Dayan, ministre de la Défense, et Golda Meir, la première ministre, pensaient que c'était peut-être la fin d'Israël. Il est même probable que Moshe Dayan ait, comme on dirait en français, presque perdu les pédales et réfléchi au pire en voulant utiliser des éléments militaires hors normes pour parer à ce qu'il appelait lui la destruction du troisième temple, c'est-à-dire Israël. Cette guerre du côté arabe, par contre, ne s'appelle pas la guerre de Kippour. Elle se nomme d'abord la victoire d'octobre. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, il existe au Caire le musée de la victoire qui établit, qui montre que les Arabes ont gagné cette guerre contre Israël. Une guerre qui aurait pu être évitée, je pose la question avec un grand point d'interrogation, une guerre qui a marqué un tournant au Moyen-Orient, une guerre terrible. Lorsque j'étais officier en 1996, 17, 18, 19, au commandement nord de Tsahal, eh bien il y a encore, plus de 20 ans après, les ressentiments, les éléments qui marquent cette guerre terrible. On a encore dans les bases le nom des victimes, des commandants qui sont morts avec les photos. Il y a encore des anciens à l'époque qui racontaient ce qui s'était passé 20 ans auparavant. Une guerre qui a marqué Israël et Tzahal dans le sens que, après l'euphorie de la guerre des 6 jours, de la victoire éclatante de la guerre des 6 jours, eh bien, on a failli perdre Israël parce que nous n'étions pas prêts à une telle action militaire arabe, conjointe syrienne et égyptienne, surtout une attaque surprise. Il est raconté que dans les grandes écoles militaires du monde entier, West Point, l'école de guerre à Paris, l'école de guerre War College à Londres, il y a trois attaques surprises durant le XXe siècle qui ont eu un impact gigantesque au niveau militaire. Pearl Harbor, Barbarossa, l'attaque allemande contre l'URSS, malgré l'accord Molotov-Ribbentrop, et l'attaque surprise égypto-syrienne contre Israël. Trois attaques surprises qui ont failli mettre à l'époque les Américains et puis les Russes et puis Israël, non pas seulement en difficulté, mais face à un échec cuisant et une défaite totale. Essayons un petit peu de revenir en arrière, et je sais que nous sommes après la vision d'un documentaire très intéressant sur la guerre de Kippour, mais essayons un petit peu ensemble de voir des éléments, pas tous les éléments évidemment, mais qui sont intéressants à analyser aujourd'hui avec le recul. D'abord, prenons l'élément de la surprise, l'attaque surprise. Comment sait-il que l'État d'Israël, le pays du Mossad, du Shin Bet, le pays de l'intelligence militaire par excellence, a été pris par surprise?
Y avait-il vraiment surprise? Ou alors, il y a eu une mauvaise lecture de la part des kabarditim, c'est-à-dire en hébreu les responsables politiques, qui n'ont pas su lire clairement les informations, le renseignement qui leur avaient été donnés. Vous savez, le renseignement, et des amis avec vous sur place connaissent très bien ce sujet, ce n'est pas de la magie. Le renseignement, il a 3 phases. La collecte de l'information, puis, je dirais, le filtrage jusqu'à l'estimation de la situation par rapport à cette information qui était donnée par des responsables militaires et autres. Puis, lorsque l'information est filtrée, a été digérée, a été analysée, elle est transmise aux décideurs, qui doivent prendre des décisions politiques par rapport à l'information donnée. Au niveau israélien, il faut savoir qu'en 1973, il y avait de l'information, je dirais, cruciale, qui pouvait être utilisée à bon escient pour se préparer au pire et éviter cette attaque surprise. Or, ce n'est pas l'échelon militaire, ni l'échelon renseignement collecte au niveau du Mossad, qui ont, je dirais, qui ont échoué, mais c'est l'échelon politique, des responsables. Moshe Dayan, Golda Meir. En fait, lorsque on leur donne les cartes en main, c'est un peu comme au poker ou au bridge ou à la belote, les cartes sont là. Maintenant, c'est votre cerveau, vos yeux, vos sensibilités, votre intelligence qui doit maintenant réfléchir à quelle va être votre décision par rapport aux cartes qui vous sont données. Or, avant la guerre des Kippour, l'information est là. Il y a même des agents du Mossad, maintenant on peut le dire, très proches de Anwar el-Sadat, en Égypte, qui transmettent l'information aux agences israéliennes. Mais la décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise à temps. Et ceci explique que malgré l'information aux mains de ceux qui étaient en charge de l'obtenir et de l'analyser, il y a une mauvaise lecture des cartes et le pays, en ce Yom Kippour du 6 octobre 1973, à 14 heures, en plein après-midi, est soulevé par le bruit des sirènes qui, tout d'un coup, font entrer l'État d'Israël dans une guerre terrible, durant laquelle des combats très violents auront lieu au nord et au sud, et où nous perdrons presque 3000 hommes, et des milliers d'autres blessés, et des prisonniers. Le deuxième élément qui est intéressant par rapport à cette guerre du Kippour, encore une fois, il y a de très nombreux éléments, mais je voulais quand même en citer aujourd'hui 3. Le deuxième, c'est pourquoi les États arabes, après l'échec cuisant, la défaite totale de la guerre des 6 jours, partent en guerre en 1973. Qu'est-ce qui les pousse en fait? Ils savent que Tsahal est très puissant, ils savent qu'Israël est un pays très très fort. Ils ont perdu le Golan, ils ont perdu le Sinaï. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire Israël. Ils veulent se venger d'Israël. Ils veulent montrer qu'ils sont aussi une des puissances militaires. Et là aussi, il y a un élément très intéressant qui est, encore une fois, c'est mon analyse, pas que la mienne évidemment, mais une de mes analyses. La guerre des 6 jours a été, comme vous le savez tous, une victoire éclatante. Je dirais une victoire totale et rapide, qui a véritablement
mis à terre les armées de l'air, les armées de terre de la Jordanie, de la Syrie, de l'Égypte, en quelques jours, parfois même en quelques heures. Lorsque vous combattez contre un ennemi, en particulier au Moyen-Orient, et que cet ennemi est arabe et musulman, et où les éléments de kavod, d'honneur, honneur de la patrie, honneur de la famille, honneur du nom, sont mis à l'épreuve, eh bien, dans la tradition arabe, musulmane entre autres, la plus profonde, il y a cette volonté farouche et inéluctable qu'il faut rendre l'honneur bafoué. Il faut en fait venger l'humiliation, même si c'est au prix d'une deuxième défaite. Il se peut que la gestion de la victoire israélienne contre les armées arabes ait été une gestion beaucoup trop euphorique, beaucoup trop, je dirais, extérieure et déclarative. Parce qu'aujourd'hui, lorsque des pays se battent et gagnent, militairement ou politiquement, il y a toujours des volontés de ne pas vouloir humilier l'autre côté, pour ne pas éveiller en lui la volonté de se venger, donc de repartir en guerre plus tard. La guerre des Kippour est pratiquement, je dirais, l'exemple type d'une réaction de pays arabes qui voulaient venger leur honneur bafoué par Israël durant la guerre des 6 jours. Peut-être qu'avec une autre gestion, une autre époque, il aurait été intelligent, je dis bien intelligent, de voir de quelle manière on gère la victoire. Non pas en écrasant et continuant à écraser l'adversaire, mais peut-être en essayant de voir si on peut créer des ponts, voire même des relations. Je sais bien que ceci paraît aujourd'hui ridicule et absurde, puisque nous sommes toujours en état de guerre avec la Syrie, par exemple. Mais ce n'est pas le cas avec l'Égypte. La preuve, c'est que la guerre de Kippour, perdue par l'Égypte, permet quand même au président égyptien Anwar el-Sadat, quelques années après, avec des discussions secrètes d'abord, puis ensuite publiques, de signer un accord de paix qui, jusqu'aujourd'hui, est maintenu avec Israël. L'accord de paix avec Israël, de la part de l'Égypte, est la conséquence, le résultante d'un équilibre qui s'est créé entre la défaite de 67 et la défaite perçue comme une victoire par l'Égypte en 73. C'est pas très important en fait, au niveau politique, si l'Égypte considère cette guerre comme une victoire, si le résultat de cette situation est un accord de paix avec Israël. N'oublions pas que la guerre, comme l'a dit von Clausewitz, le théoricien prussien ou allemand, je ne me souviens plus, la guerre est la continuation de la politique. Elle n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen de promouvoir des éléments politiques par la violence afin, parfois, d'accélérer des processus qui ne se passent pas s'il n'y a pas la violence qui est activée, c'est-à-dire la guerre. L'Europe, par exemple, s'est créée après 1945. Il a fallu la terrible Deuxième Guerre mondiale pour que l'Union européenne se crée. Sans cette guerre, il n'y aurait pas eu d'Union européenne. Il n'y aurait pas eu d'alliance entre l'Allemagne et la France, ces vieilles nations ennemies depuis des siècles, qui aujourd'hui se serrent la main et se respectent parce qu'elles savent que ne pas être ensemble peut provoquer des catastrophes, 14-18, 39-45, 70 surtout. Par rapport à ce deuxième point, je voudrais quand même vous dire qu'il est très important, et là je parle aujourd'hui par exemple par rapport aux Palestiniens, par rapport à d'autres pays arabes, qu'il est aussi important de gérer la guerre que de gérer la paix. Il est aussi important de gérer la guerre que de gérer un conflit tout en essayant à chaque fois de ne pas humilier l'autre côté pour éviter une continuation de la violence qui n'est pas du tout le but d'Israël, évidemment, puisque ça apporte des victimes, des blessés et des graves incidents sur la société et sur
et sur les gens. Le troisième point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est est-ce qu'une autre guerre comme ça peut avoir lieu? La guerre des Kippour est la dernière guerre totale, all-out war, Milchama Kolelet, qui a eu lieu entre l'État d'Israël et les pays arabes. Aujourd'hui, nous avons des conflits avec les Palestiniens, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah au sud Liban. Avec la Syrie, vous le savez qu'il y a une situation compliquée de frappe contre des cibles iraniennes au Hezbollah en territoire syrien, mais il n'a pas de volonté d'entrer en guerre avec la Syrie, il n'a pas de volonté non plus de prendre des territoires en Syrie ou au Liban ou autre, mais est-ce qu'une autre guerre totale est possible? Est-ce qu'on peut encore une fois être surpris par un État qui nous veut du mal et qui rentrerait en guerre par surprise contre Israël? Alors commençons d'abord par la dernière question, au niveau de la surprise. Actuellement, l'État d'Israël fait partie du club très restreint des puissances qui sont capables d'avoir des satellites espions dans l'espace, des satellites militaires. Le dernier en date, c'est Ofek 16 qui est passé, je crois, hier ou il y a quelques jours, ou demain, il passera de la Ta'assia Avirit, de l'industrie militaire aéronautique au renseignement israélien militaire. Ces satellites peuvent voir très loin et donc donner ce qu'on appelle en anglais le early warning, c'est-à-dire que le prévoir à l'avance et assurer d'une alarme à l'avance avant que les forces étrangères puissent passer à l'action. Il y a aussi tout le long des frontières, entre autres au Golan, pas seulement des satellites, mais également des bases spéciales de renseignement et d'observation, avec des moyens très sophistiqués pour éviter donc que les armées ennemies ou des ennemis passent à l'action. Mais encore une fois, l'être humain est bourré d'intelligence, est bourré, je dirais, d'imagination, et il ne faut jamais il ne faut jamais, sous-estimer l'homme lorsqu'il veut faire du mal à quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes toujours face à des gens très dangereux, comme les Iraniens, je parle du régime iranien des mollahs, des ayatollahs, avec une force militaire, une force d'intelligence, qui n'est pas du tout à sous-estimer. Et les Iraniens peuvent tout à fait demain passer à des actions surprises, peut-être en utilisant la cybernétique ou d'autres éléments qui mettront Israël dans des difficultés militaires, sécuritaires. Donc tout doit être pris en considération. Mais est-ce que nous sommes face à une possible guerre totale face à des ennemis qui arriveraient, comme à l'époque, avec des milliers de chars, des centaines d'avions de chasse contre Israël? C'est peu probable, parce qu'aujourd'hui nous sommes surtout dans une situation de volonté d'attaque par des missiles, c'est la guerre balistique, qui peuvent partir de très loin, peuvent partir d'Iran évidemment, également du Liban, avec les missiles aux mains du Hezbollah. Mais nous devons toujours être sur le pied de guerre, extrêmement vigilants, et ne pas oublier que la volonté guerrière et la volonté d'attaque de masse, qu'elle soit chiite ou sunnite, du Hezbollah, du Hamas, du côté palestinien ou de l'Iran, font que nous devons être prêts à toutes ces éventualités. Du côté israélien, évidemment, ne jamais réduire la force militaire, conventionnelle et non conventionnelle, mettre le paquet, mettre l'accent sur l'armée de l'air, évidemment, le renseignement, bien entendu. Et un dernier point qui fait la force d'Israël et qui aujourd'hui est mis, à défi avec la crise du coronavirus, c'est la force morale d'Israël. La force d'Israël, c'est son moral de mobilisation, son moral de sacrifice. Et si la société israélienne, tout d'un coup, oublie qu'elle doit faire face à des menaces existentielles, bien malgré les moyens techniques et technologiques que nous possédons, il y a danger. Donc nous devons être extrêmement prudents quant à l'éducation, je dirais, politique, civique de la société israélienne, et nous devons chercher la cohésion plutôt que la fracture et la dispersion de nos forces, parce que les ennemis sont toujours là, et la guerre de Kippour, à nous attriste en ce jour du 6 octobre, mais peut faire rêver certains États, certains leaders
en se disant que peut-être ce qui a été fait en 73 peut être répété. Nous ferons tout pour l'éviter, mais nous devons rester fermes, vigilants et la puissance première dans la région. Merci à vous, et je remercie évidemment mon cher ami Sidney et son épouse Dina pour m'avoir gentiment proposé de participer à cette journée qui commémore aussi nos victimes de la guerre d'octobre, la guerre de Kippour, qui avait débuté le 6 octobre 1973. Ce jour-là, j'avais 11 ans. Ce jour-là, à la radio, nous étions tous à tenter d'écouter de Paris les reportages de la BBC sur un vieux poste de radio, et on essayait de comprendre ce qui se passait en Israël. On a eu très peur, et pour moi, ça a été le déclenchement de mon amour incommensurable et éternel pour Israël.